Voilà, je démarre. Et donc, ici, il s'agit de la troisième vigilance, la vigilance aux fondamentaux relationnels. L'expression fondamentaux relationnels comme l'expression fondamentaux cognitifs vient de ce groupe de travail pour le pacte qu'on avait appelé nouvelles compétences, nouveaux contenus, nouveaux savoirs. Et donc c'est à partir de ces documents-là qu'on a exposé à la fois les fondamentaux cognitifs et que je vais maintenant reprendre les fondamentaux relationnels, mais de manière un peu différente, parce que c'est aussi l'occasion de revenir sur ce qu'on a vécu ici. Je vais essayer de relire ce qu'on a fait tout en présentant ce que nous considérons comme indispensable en termes de formation pour ce qu'on a appelé les fondamentaux relationnels dès 3 ans, dès la maternelle. Et donc, une occasion de revenir sur le dispositif de CRDF. Alors, CG porte des convictions pédagogiques. Comme la pédagogie, c'est aussi politique, c'est donc aussi des convictions éthiques et politiques. Ces convictions sont étayées à la fois par des théories et par de la recherche, et ces convictions sont étayées aussi par de nombreuses pratiques de classe. À CG, on n'est pas des théoriciens. Donc, j'ai entendu dire qu'on me soupçonnait de ne jamais avoir mis à pied dans une classe. J'y ai quand même été pendant 40 ans. La toute grande majorité des militants de CG, de ceux qui travaillent à CG, sont des praticiens, on aime les appeler praticiens-chercheurs, sont des praticiens-chercheurs, des gens qui sont dans la classe. Donc les convictions pédagogiques que je vais essayer de relever ici ont été étayées par des théories d'une part et par de la pratique. Et cette double conviction, il y a une double conviction, c'est que ces principes pédagogiques, ça vaut de la maternelle à l'université du 3e âge, hein, c'est pas propre à ce qu'on a fait ici, ça vaut pour toutes nos classes. Et deuxième conviction, c'est que pour former les enseignants à ça dans toutes les classes, l'isomorphisme est indispensable, c'est-à-dire faire ce qu'on dit et pas seulement dire ce qu'il faut faire. Donc ce sont ces convictions que je vais essayer de passer en revue, avec une remarque préalable, c'est qu'évidemment qu'il existe d'autres convictions pédagogiques. On ne prétend pas avoir la vérité, c'est des convictions, c'est pas la vérité. Il existe d'autres convictions pédagogiques qui sont aussi étayées par la théorie de la recherche et par des pratiques de classe. Il y a aussi bien sûr d'autres convictions pédagogiques qui sont simplement nourries par l'expérience personnelle de celui qui porte ces convictions. Et donc on ne prétend pas détenter la vérité, mais et on ne va pas récuser ces autres convictions, simplement nous affirmons les nôtres, et on vous demande ici, bien sûr, on espère que vous allez y adhérer, mais si vous n'y adhérez pas, on vous demande au moins de comprendre les fondements de ces principes. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de mettre en place un dispositif qui nous semble transférable depuis la maternelle jusqu'à l'université du 3e âge. Ce dispositif, il est assez simple. Il y a une mise en situation de départ avec un certain nombre de procédures qui sont prévues. À travers un processus fait d'un certain nombre de contraintes et d'un certain nombre de ressources, on va vers un produit socialisable. Un produit socialisable auquel il faut aboutir. Alors, au départ, on a donc des consignes de production avec une organisation du temps et de l'espace. Hein. On va y revenir. C'est celle qui a dérangé principalement le 3e jour. Là, hein. Entre les deux, il faut coopérer pour se conformer, pour produire ensemble, pour produire une spirale, une séquence et un certain nombre de vigilances. Et le tout pour aboutir à un web documentaire sur la formation de formateurs. Voilà, ça c'est le dispositif. Je vais essayer de le généraliser par après, mais le dispositif, il est pour nous relativement simple et on peut le transférer à des tas de situations, de nouveau de 3 ans à 77 ans. Alors, dans la mise en tension, il y a une forte tension entre des contraintes, mettre des contraintes, les contraintes créatives et mobilisatrices, et assurer une sécurité socio-affective, je vais y arriver aussi. Durant le processus, il y a une forte tension entre coopération, formation et production, l'un nourrissant l'autre, mais l'un étant aussi en concurrence avec l'autre, je vais aussi y revenir, en établissant ce qu'on pourrait appeler une discipline de chantier, j'y reviendrai aussi, une discipline de chantier qui permet des initiatives personnelles,
mais évidemment c'est en tension. Une tension aussi entre bon plaisir et entreprise collective. Et enfin, forte tension entre l'ambition mobilisatrice du produit qu'on vous propose et la faisabilité du projet. Alors évidemment, le dispositif, il tient dans le travail, dans le choix, dans la conception du produit qu'on va demander, produit auquel les participants vont devoir aboutir. Alors ici, bien sûr, il y a eu quelques soucis parce que au départ, le produit, il était défini pour des didacticiens, pour des spécialistes de didactique de discipline. Ça faisait partie des ressources dans lesquelles chacun s'inscrivait. Évidemment que dans le cas où des groupes, les didacticiens était en minorité, ça devient évidemment plus difficile. Dans ce cas-là, le produit n'était pas adapté au groupe pour lequel auquel il s'adressait. Donc, c'est bien là que c'est difficile, c'est de définir un produit qui va à la fois mobiliser dans le travail et qui soit en même temps faisable. Il faut qu'il soit trop difficile, mais pas trop, sinon ça ne devient plus faisable et ce n'est plus possible. Donc l'idée, c'est de surmonter des obstacles. On a donc bien une mise en situation, un produit attendu, et entre les deux, des contraintes et des ressources. On part du lundi, dans ce cas-ci, pour arriver au vendredi. Aujourd'hui, c'est le produit attendu. Et sur le chemin, il y a une série d'obstacles. Et évidemment, pour arriver au produit, il faut surmonter les obstacles. Les obstacles sont en réalité les objectifs. On peut parler d'objectifs-obstacles. Bon, c'est pas moi qui ai inventé le concept, c'est Astolfi et Develet dans la didactique des sciences. Ils parlent d'objectifs-obstacles. Donc, chaque fois qu'on doit surmonter un obstacle, on atteint un des objectifs d'apprentissage. Pour le dire encore autrement, l'originalité du dispositif, c'est que le but de production est distinct des objectifs d'apprentissage et que c'est en allant au but qu'on réalise les objectifs. Les buts permettent d'atteindre les objectifs. Le but permet d'atteindre les objectifs et le but est à distinguer des objectifs. Alors, dans notre cas, il y avait évidemment beaucoup d'obstacles, peut-être trop. Hein. C'est là, évidemment, qu'on peut discuter de la justesse du dispositif mis en place. Il y avait évidemment des objectifs didactiques disciplinaires au sein de chaque atelier. Il y avait des objectifs transdisciplinaires, rapport aux savoirs fondamentaux cognitifs, langue de scolarisation. Hein. Ces objectifs-là étaient là aussi. Et puis, il y avait des objectifs pédagogiques, ce dont je parle aujourd'hui, c'est-à-dire la vigilance 3, les fondamentaux relationnels. Alors, quels sont ces apprentissages relationnels, hein? Comment est-ce qu'on a travaillé cela? De nouveau, même chose, mise en situation, contrainte, ressources, but, produit. On doit produire, sinon on n'arrive à rien, il faut bien produire, il faut apprendre, et entre les deux, il faut coopérer. Et donc les objectifs liés à l'aspect coopéré, les objectifs liés à la coopération, ce sont ceux-là, les objectifs d'apprentissage relationnel. Il faut apprendre pour produire, il faut produire pour apprendre, et il faut coopérer pour produire et pour apprendre. C'est donc là la spécificité de ce dispositif, et c'est pour nous l'essentiel de l'acte d'apprendre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que toute la formation devrait se passer toujours comme ça? Bien sûr que non. Hein. Il y a des tas d'autres choses à mettre en place. Mais de notre point de vue, il faudrait que les futurs enseignants, et c'est vrai pour toujours les poupées russes, que les futurs enseignants vivent ce type de dispositif plusieurs fois dans leur formation, et de façon suffisamment forte, parce que c'est grâce à cela que les représentations du métier vont se transformer. C'est grâce à cela, nous semble-t-il, que l'identité professionnelle, le projet professionnel va évoluer. Alors, travailler à travers la coopération, une série de choses, le rapport au temps et à l'espace, le rapport au monde, aux limites et aux possibles, la conscience du collectif, l'estime de soi et de l'autre, la capacité réflexive. C'est tout ça qu'on travaille, et là je viens de lister les 5 parties des fondamentaux relationnels dans le texte du GT Nouveau Contenu. Je ne vais pas développer ici tous ces points-là de la même manière, je vais insister surtout sur ce qui nous a préoccupés, hein, ce qui nous a chipoté, parce que c'est évidemment dans ce qui nous chipote qu'il y a des apprentissages, du moins on peut l'espérer. Alors première chose, on en a assez parlé, c'est le rapport au temps. Hein. Alors Proximus vous offre un crédit illimité. Hein. Mais malheureusement, l'RDF ne peuvent pas vous offrir un crédit illimité.
Je crains même que la vie, parce qu'après il y a la mort, je crains même que la vie ne puisse pas non plus vous offrir un crédit illimité. Donc il faut bien faire avec. Hein. Alors on peut dénoncer le principe de réalité et être tout entier dans le principe de plaisir et nier que la mort est au bout du tunnel, mais je crois qu'on se trompe dans ce cas-là. Hein. Alors, si je reprends le programme, hein, le programme qui vous a tellement coupé là, ben regardez un peu, est-ce que je vous ai coupé tant de fois que ça? Est-ce que le dispositif vous a tellement coupé? En dehors des heures de repas et des fins de journée. Hein. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que finalement, il y a relativement peu de coupures, mais c'est vécu comme très coupant. Hein. C'est vécu comme très frustrant. Alors que relativement, ce sont des journées de travail normales. Hein. Et donc on peut se demander, s'il n'y avait pas eu ça, si au lieu de venir à la Marlagne, on avait choisi un endroit où on pouvait manger à n'importe quelle heure, aller dormir à n'importe quelle heure, et si on avait laissé les groupes travailler comme ils voulaient, sans horaire, croyez-vous qu'ils auraient été plus efficaces, hein? Peut-être qu'ils auraient été plus efficaces au niveau de la production, peut-être. Mais en tout cas, je doute qu'ils auraient été autant efficaces sur le plan, d'une part, de la coopération et d'autre part, sur le plan des apprentissages, puisque ça remplit cette triple fonction, produire, coopérer et apprendre en coopérant, apprendre en produisant, etc. etc. Et donc, l'idée, c'est, à travers ce découpage, qui n'est finalement pas si fort, c'est d'installer une discipline de chantier. Alors, on peut considérer que cette discipline de chantier est une discipline de caserne. Mais en tout cas, on ne veut pas que ça soit une discipline de caserne. Par contre, on affirme avec force que c'est une discipline de chantier. Avec des lieux et des temps spécifiques, avec des limites et des possibles, hein, parce que c'est bien là qu'il faut se coltiner, avec les limites, avec le principe de réalité, les limites et les possibles dont le collectif peut se saisir. Et donc, travailler le rapport au temps, c'est essayer d'éduquer entre pulsion et ennui. Là, je sors un peu des RDF pour entrer dans un des fondamentaux relationnels qu'on veut vraiment réaffirmer avec force. C'est l'idée de réinstaurer des limites. Les limites, c'est quoi? C'est l'intériorisation du réel. C'est le principe de réalité. C'est qu'est-ce qui nous limite? C'est les autres et c'est le temps, en gros. Hein. Si les autres n'existaient pas et si le temps n'existait pas, on n'aurait plus de limites. Donc toujours l'idée que Proximus vous offre un crédit limité, et pas seulement Proximus. Hein. L'ensemble des technologies de l'information et de la communication sont en train de transformer profondément notre rapport au temps. Hein. Puisque le temps et l'espace, d'une certaine manière, n'existent plus. Dès le moment où j'ai mon smartphone, le temps et l'espace n'existent plus. Et donc, en même temps, la culture du juste à temps pour l'économie, du zapping, du tout de suite, tout ça fait que notre société est en train de connaître une transformation du rapport au temps. Et du coup, une majorité des gosses qui sont dans les écoles sont ou bien en attente hors du temps, avec leur manteau, hein, et s'ils ont plus de 16 ans, le casque aussi sur la tête. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces classes de professionnels où les gamins ont gardé leur veste et ont le casque sur le banc, et ils attendent. Donc les gamins à l'école, ils sont en attente. Ils attendent quoi? Ils attendent 15h30, évidemment, pour que la vie commence. Hein. Ou bien à certains moments, tout d'un coup, ils explosent. Ils explosent dans l'instant. Et pour leurs adultes, pour leurs enseignants, les adultes, c'est un peu du même ordre, mais ou bien les adultes sont, et l'un va avec l'autre, ou bien ils sont en train de répondre toujours à toutes les sollicitations, hein, et donc prêts à tout, et à tout moment. Si on est en train de travailler sur un exercice, mais qu'un élève demande d'être rassuré quelque chose, on va le rassurer tout de suite. Hein. Et donc on est dans la confusion des temps et des lieux, et quoi qu'il arrive, on répond à toutes les sollicitations. Entre autres au GSM qui sonne, bien sûr, à l'annonce Facebook qui arrive, etc., etc., etc. Et du coup, on n'a plus aucune disponibilité à rien. Et donc, par opposition à cette évolution, nous plaidons pour l'importance de développer à l'école la capacité à différer et à anticiper. Parce que notre société, si je viens ici et que je ne sais pas où la Marlagne se trouve, je n'ai pas besoin de me préparer. Hein,
puisque je tape la Marline dans mon GPS. Et mon GPS m'amène ici. Hein. Et pour tout à l'heure, on va devoir retourner. J'ai pas besoin d'anticiper, puisque j'ai mon smartphone, je vais taper t'es où si je dois retrouver quelqu'un, etc., etc. Hein. Et donc, ce nouveau rapport au temps a de graves conséquences. Aussi bien sur la capacité à différer, j'en ai envie maintenant. Ben non, c'est pas maintenant. Hein. C'est pas maintenant, c'est à telle heure. Hein. Et puis anticiper, c'est encore plus important. Hein. Je dois prévoir que au conseil ou à la réunion de délégués, je vais demander telle chose et alors peut-être que je l'obtiendrai parce que je l'ai déposé au bon endroit. Mais je dois l'anticiper, évidemment. Si j'ai pas anticipé de le mettre à l'ordre du jour, on va passer à côté, etc. Si je n'ai pas anticipé ma demande au conseil de tous, je vais pas pouvoir bien l'exprimer, etc., etc. Hein. Donc, ça nous semble être une compétence fondamentale d'apprendre aux jeunes, aux enfants, et dès la maternelle, la capacité à différer et à anticiper, et en même temps aussi la capacité à se concentrer dans le présent. Je ne sais pas si vous avez vu cette recherche sur à peu près 400 jeunes dans l'enseignement supérieur pour mesurer combien de temps ils restent concentrés sur leur travail pendant la préparation des examens. Eh bien, on arrive à une moyenne de 6 minutes. Voilà. Au-delà de 6 minutes, il y a quelque chose qui, en moyenne, il y a quelque chose qui arrive. Donc ça nous semble important, et il nous semble que le dispositif qu'on a mis en place contribue un peu à ça. En tout cas, c'est notre intention d'installer cette discipline de chantier qui va obliger d'avoir un autre rapport au temps, qui va être obligé, pour nous obliger à différer, à anticiper et à nous concentrer dans le présent. Alors, je ne prétends pas qu'on y est arrivé, mais l'idée, c'est que dans le dispositif, il y ait ça et qu'on apprenne ça et que par après, les jeunes apprennent ça aussi. Si vous interrogez aussi les équipes qui accompagnent les étudiants qui échouent en première année, bien la plupart du temps, ils vont vous dire que la raison principale des échecs en première année du supérieur, c'est la difficulté à s'organiser dans le temps, l'incapacité à s'organiser dans le temps. Et donc, de nouveau, l'importance de travailler cela. Alors, discipline de chantier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les règles sont fonctionnelles. Mais elles doivent tenir. Si elles ne tiennent pas, ça ne sert à rien d'avoir des règles. Et donc, quand je fais le méchant au conseil de tous, hein, quand je fais le méchant, qu'est-ce que je fais? Je tiens la règle, c'est tout. Hein. Mais si je ne tiens pas la règle, que ce soit moi ou peu importe qui, hein, vous avec vos étudiants, etc., si vous ne tenez pas la règle ne tient plus. Mais dans l'éducation, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Ce sur quoi vous vous appuyez, ça doit résister. Si ça ne résiste pas, on ne sait pas s'appuyer dessus. Hein. Donc les règles doivent tenir, mais elles doivent aussi pouvoir être négociées. Sinon, on est dans une discipline de caserne si ça ne peut pas être négocié. Alors c'est ça la difficulté de jusqu'où est-ce que je tiens et jusqu'où est-ce que je renégocie et quelle place pour renégocier. Alors ça a pour nous une fonction éducative, parce que c'est la structuration du temps et de l'espace qui nous structure, nous. On croit que c'est nous qui structurons le temps et l'espace. Oui, sans doute que si on est déjà structuré, c'est nous qui allons organiser notre temps. Mais si nous ne sommes pas passés par une éducation qui nous a imposé un temps structuré, des espaces structurés, nous ne serons pas structurés. Nous n'arriverons pas à structurer notre personnalité. Donc, dans cette obligation à différer, à anticiper et à se concentrer dans le présent, dans cette obligation-là, il y a là une fonction éducative parce que ces contraintes-là sont structurantes et il nous semble, par les temps qui courent, qu'il est vraiment important de tenir sur ces contraintes-là. Ça a évidemment une fonction pédagogique, nous semble-t-il. Hein. C'est quand même assez magique la façon dont vous avez intériorisé les obligations et vous êtes mis au boulot. Il y a quand même quelque chose de magique là. Hein. Ça vaut la peine de s'interroger quand même sur la force de ce dispositif hein, qui vous a quand même mis fameusement au travail. Donc cette fonction pédagogique, on s'aperçoit que ces contraintes-là, elles sont mobilisatrices.
elles sont mobilisatrices, elles vous ont amené à travailler. Et puis, c'est aussi des contraintes égalisatrices. Parce qu'on est obligé de s'organiser pour produire, mais pour travailler ensemble. Donc, on va devoir trouver des moyens de s'accorder, hein, et on va devoir trouver des moyens de s'accorder pour que tout le monde s'y retrouve. Hein. Il faut qu'à la fin de la journée, ici, tout le monde soit fier de ce qu'il a amené, de ce qui sera montré à tout le monde. Hein. Que chacun ait une fierté par rapport à ça, et que chacun ait pu avoir sa place dans ce dispositif. Travailler le collectif, c'est pour nous socialiser entre isolement et attroupement. De nouveau, si on observe la vie quotidienne chez les jeunes, etc., ou bien on est isolé, ou bien on est attroupé. Ça demanderait plus de développement. Il y a des recherches sociologiques sur cette question. Hein. L'idée, c'est de réinstaurer la parole. À nouveau, si je reprends le dispositif. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a mis dans le dispositif? On a mis des temps pour que la parole soit possible dans ces temps-là. Et que cette parole-là soit distincte des autres paroles. Alors, vous voyez, il y a une série de coins de neuf. Alors, je ne sais pas comment vous les avez faits, s'ils ont été faits dans vos ateliers. Hein, parce que si on est pris par la production, on oublie. Hein. Mais si on se maintient, s'il y a là un coin de neuf, il y a place pour apporter autre chose que la production. Hein. Et donc, c'est assez bêtement reprendre les 3 niveaux du fonctionnement de n'importe quel groupattage. Dans un groupattage, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de la production, évidemment, c'est pour ça que le groupe existe. Il y a le niveau de la facilitation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'organise pour. Et il y a le niveau de la régulation, comment est-ce qu'on s'entend entre nous pour. Hein. Eh bien, l'idée, c'est d'avoir des endroits, des temps, hein, où il y a place pour de la régulation. En jaune, c'est le temps de la régulation. Coin de neuf Coin de neuf et Savati. Le Coin de neuf et le Savati sont là pour permettre des temps de régulation, d'ajustement. On est à un niveau là socio-affectif. Alors pourquoi est-ce que ça est là? Ça est là pour que ça n'envahisse pas le reste. Mais évidemment, si on zappe ces temps-là, si la parole entre guillemets socio-affective ne peut pas s'exprimer là, elle va s'exprimer ailleurs. Le passé recomposé, on est dans autre chose, là, on est dans un regard réflexif. Simplement parce qu'on ne sait pas faire tout le temps, parce qu'on veut sortir de la confusion. Et donc là, si on tranche et si on met les choses à leur place, c'est avec la volonté de sortir de la confusion et de bien faire les choses au bon moment. Et de ne pas faire de la régulation quand on est en train de produire, et de ne pas produire quand on est en train de faire de la régulation. Et donc l'idée, c'est ni priver de parole, comme souvent dans l'école traditionnelle, les élèves et les étudiants n'ont pas d'endroit pour déposer leur parole, mais il ne s'agit pas non plus de donner la parole. Si vous donnez la parole, ça veut dire que vous n'apprenez pas aux gens à la prendre. Il ne s'agit ni de priver, ni de donner, mais de prévoir des lieux où elle peut s'exprimer. Et de prévoir des lieux et des temps où, si elle est exprimée en bon lieu et en bon temps, elle va pouvoir être prise en compte. De nouveau, ce qui demande de différer et d'anticiper. Donc c'est organiser des activités, je crois que c'est ça que vous avez vécu, des activités où est vécue la confrontation de sujets, hein, des sujets qui ressentent, qui éprouvent et qui désirent différemment les uns des autres. Et donc là, on vit le choc de l'altérité parce que l'autre, il ne ressent pas, il n'éprouve pas, il ne désire pas de la même manière que moi. Et il faut bien faire avec. Et donc l'idée, c'est de dépasser ces différences en fonction d'un but commun. Et c'est là que la tâche qui vous aspire vous oblige, en principe, à vous organiser pour dépasser et faire avec les différences. Et donc, de nouveau, dans les fondamentaux relationnels qu'on a mis en avant, c'est essayer de sortir du moi-je qui prend toute la place, sortir de la confusion communautaire pour entrer dans une façon de travailler ensemble et d'apprendre à négocier et à décider, d'apprendre à coopérer et à contester. D'arriver à contester sans rupture, d'arriver à coopérer efficacement, d'arriver à négocier en laissant la place à chacun et de décider ensemble. Ça veut dire qu'il faut que chacun prenne sa place. Ça veut dire qu'il faut que chacun laisse de la place aux autres. Ça veut dire que chacun doit pouvoir prendre sa place, toute sa place, mais rien que sa place. Se décentrer, comprendre le point de vue de l'autre, etc. Et donc, à travers cette coopération, il nous semble qu'on apprend ça et que ce sont des apprentissages fondamentaux pour les enfants et les jeunes. Et que donc, il est nécessaire de vivre ça. Sinon, où l'apprendront-ils? Et nos étudiants, où apprendront-ils cela s'ils ne l'apprennent pas? Donc, on dit que les futurs enseignants, ils vont devoir travailler en équipe. Et tout ce qui est mis en place
dans leur formation, avec des parcours individualisés, etc., ne permet pas cette existence du collectif. Donc si nous n'avons pas la volonté de créer du collectif, ils devront apprendre à travailler en équipe plus tard, de manière sauvage, et ce n'est pas les meilleures chances qu'on se donne. Donc ça veut dire, c'est aussi faire société, adopter une posture politique. C'est quoi une posture politique? Ben, ça veut dire qu'on va se parler en termes de rapports sociaux et non pas en termes de relations humaines. Ce sont les rapports entre ceux qui ont telle responsabilité et telle autre responsabilité, etc. C'est aussi arriver à exprimer la plainte. Et ça me semble fondamental pour les futurs enseignants, aller dans les salles des profs, je suppose que vous y allez, tous ceux qui vont en visite de stage vont dans les salles de profs. Qu'est-ce que vous entendez dans les salles de profs? Des gens qui tchoulent. Hein? Je le dis comme on le dit à Liège. Hein? On n'entend que tchouler dans les salles de profs. Hein? C'est-à-dire des gens qui se plaignent. On n'entend que ça, des plaintes. Mais il n'y a rien qui change, on se plaint tous les jours et rien ne bouge. Hein? Et donc arriver à transformer la plainte en demande, en proposition, voire même en revendication, hein, si on n'arrive pas à faire ça, dans les temps et les lieux qui vont favoriser la satisfaction de la demande, de la proposition, etc., pour nous c'est un apprentissage fondamental. Mais c'est aussi faire communauté, évoluer ensemble. Le rassemblement ici, enfin je crois que... Oui. Il est 12h30, je pense qu'on est attendu au dîner. D'accord. Et... C'est important de respecter le temps. D'accord. Sinon, où va-t-on? Bien sûr. Je t'en prie, mais va. Oui. Donc donnez-moi 5 minutes et je termine. C'est aussi l'idée de faire communauté et d'évoluer ensemble. Manifestement, c'est raté. Mais c'est l'idée de vivre quelque chose ensemble et de se former ensemble, mais aussi de se transformer ensemble. C'est-à-dire que les sauts identitaires dans ce type de formation et de transformation nous semblent trop forts, trop difficiles pour être vécus de manière individuelle. Et c'est donc seulement en pouvant s'appuyer les uns sur les autres que on peut, je crois, faciliter cette évolution. Alors, j'ai terminé, simplement, je cite ce qu'il y a aussi dans les fondamentaux relationnels. Je ne les développe pas ici. Il y a travailler le rapport au monde, hein, voilà, et il y a aussi travailler l'estime de soi et de l'autre. Voilà, on n'a pas du tout assisté là-dessus, à travers une série de tensions, et simplement en terminant en disant que l'estime de l'autre l'estime de soi, est fortement développée. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut développer l'estime de soi à l'école. Le souci, c'est que l'estime de soi, ça ne va pas tout seul, et qu'il y a énormément de domination symbolique dans les écoles, et que les gamins qui sont dévalorisés, hein, donc les gamins de milieux populaires qui viennent à l'école avec la honte et qui doivent subir la honte, eh bien forcément l'estime de soi, ça ne marchera pas. Et donc l'estime de soi, si on veut la développer pour tous les enfants, il va falloir être attentif à ceux qui sont régulièrement humiliés, ceux qui, etc., etc. Voilà, je m'arrête là en m'excusant pour les 2 minutes, 3 minutes qui viennent de venir. Et